Par commodité, cette vidéo est coupée en 7 parties. Voici la première. Bonne écoute à vous. Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Le sujet qui nous intéresse ici est la recherche de soi, thème caractérisant en partie la période historique allant du romantisme au XXe siècle. Le romantisme est un mouvement culturel qui s'est développé contre un trop grand rationalisme dès la fin du XVIIIe siècle. Il s'agissait de s'interroger sur le rapport que nous avons à nous-mêmes. La formation de soi est quelque chose de si intime que nos visions ou nos actes sont moins rationnels ou moins objectifs. Ce sont des questionnements éthiques qui se confrontent à ce que l'on appelle le rationalisme. Nous pouvons penser comme un retour à la nature, avec la recherche de ce que serait la sensibilité des individus, ainsi que des interrogations sur l'éducation, qui est souvent perçue comme une modification ou une gestion des pulsions individuelles. Il y a eu de nombreuses mutations dans notre manière de concevoir l'éducation et les rapports entre les individus et la société, notamment dans notre période de référence. Il y a également eu des évolutions intellectuelles et esthétiques. La recherche de soi passe également par l'art et nos moyens d'expression. Cela permet de comprendre d'autant plus notre sensibilité. Il s'agit pour nous de comprendre comment un homme ou une femme peut devenir un individu particulier. Première partie, éducation et émancipation. L'une des manières dont se forme l'individu est de se comparer à d'autres individus. Mais plus encore, il y a l'implication de ce que l'on appelle l'émancipation. Il s'agit de critiquer ou de se libérer de certaines positions éducatives ou de ce qui est perçu comme modèle. Nous pouvons donc penser l'évolution de ces modèles éducatifs. Première sous-partie, changement de modèle. Le XVIIIe siècle se caractérise par le mouvement intellectuel des Lumières. Cela a permis de nombreuses mutations économiques et politiques. Il y a moins de religion avec la fin du modèle de monarchie de droit divin, notamment en France. Le système économique capitaliste va être pensé par la bourgeoisie. C'est la sortie d'un modèle aristocratique. Il y a le problème de la démocratisation, c'est-à-dire un accès plus étendu de l'éducation afin de faire perdurer la lutte contre l'obscurantisme. Il y a comme une ferveur pour le progrès. L'instruction et l'accès à la culture donnent une soif d'apprentissage qui va développer de nouveaux enjeux. Les mutations politiques et économiques font que l'éducation va se concentrer de plus en plus sur ce qui est utile, moins sur le spéculatif ou le spirituel. Il y a donc avec l'utile une pensée matérialiste qui se concentre sur l'aspect pratique du progrès. Il y a de nouvelles sciences et ses outils à maîtriser. Il faut faire attention. Auparavant, l'ignorance servait d'argument à l'exploitation des individus dans la société, ce qui est resté encore aujourd'hui avec le cliché du paysan ignorant, bon vivant et peu réfléchi. À partir du XVIIIe siècle, cela change, parce qu'une multitude d'individus aura accès à une même instruction de base, à une certaine culture. Le problème est que les programmes sont décidés par des dirigeants selon un modèle économique et social. Il y a une possible détermination des besoins au service d'un système qui ne dépend plus d'un seul individu. On peut se demander pourquoi telle orientation éducative et pas une autre. Ce serait un modèle privilégié pour maintenir une classe supérieure à une autre dans la société. Marx, philosophe, historien et économiste allemand, né en 1818, mort en 1883, en discute dans le manifeste du Parti communiste avec Engels. Je vous en lis un extrait. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons. En un mot, oppresseurs et opprimés. En opposition constante, on menait une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes, une échelle graduée de conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporation, des compagnons, des serfs et, de plus, dans chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis.
en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Pour l'auteur, l'histoire se compose de luttes de classe. Il y a des dominants et des dominés. L'économie et la société suivraient les plans des dominants. Il y a donc une opposition constante entre les oppresseurs, ceux qui font le droit et se donnent des droits, et les opprimés, ceux qui sont privés de droits. Cette lutte n'aurait que deux issues possibles. La révolution, donc le renversement d'un ordre et de la position des individus, ou alors la destruction mutuelle des classes en lutte. Marx interprète la Révolution française comme la victoire d'une bourgeoisie capitaliste oppressant ceux qui n'ont aucune propriété. L'auteur donne plusieurs exemples pour étayer la thèse d'une lutte des classes, qui n'est pas forcément en conflit ouvert, ni même armé. Il y a une lutte du fait qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que des individus ont du pouvoir sur d'autres individus, que ce soit légitime ou non. Cela concerne tous les domaines de la société, politique, économie, éducation, etc. Selon Marx, il y a les bourgeois et les prolétaires. Les bourgeois possèdent les moyens de domination, comme les moyens de production, l'accès à la culture, les richesses, etc. Les prolétaires sont ceux qui ne sont pas propriétaires, qui ont moins d'accès à la culture et n'ont pas de pouvoir politique. Ainsi, l'éducation s'est démocratisée après les Lumières, mais serait construite par la classe dominante, qui voudrait des savoirs utiles au fonctionnement des besoins économiques et scientifiques, comme apprendre la programmation informatique pour contrôler des machines. Cette idée de l'éducation est critiquable, mais il semble que l'accès à la culture et à l'instruction des enfants ne puisse pas être une mauvaise chose. À partir de la fin du XVIIIe, il y a de nouvelles attentions portées à la jeunesse. Il y a le début de l'instruction publique. La nation veut s'occuper de la population. Il n'y a pas que des aristocrates, des riches ou des religieux. Quelle est l'idée de cette prise en main de l'éducation par la nation ? Je vais me servir d'un court extrait de Nos ouvriers agricoles d'Auguste Gault, poète laboureur et juge de paix français né en 1857, mort en 1924. Je ne veux point m'attarder à discuter l'opinion de ceux qui incriminent le certificat d'études primaires, ce pelé, ce galeux, d'où nous viendrait tout le mal, car je considère, avec Danton, qu'après le pain, l'instruction est le premier besoin du peuple. Le certificat d'études a été supprimé officiellement en 1989. Il s'agissait d'un diplôme de la sortie de l'école primaire. L'auteur critique ceux qui pensent que ce certificat est inutile dans les campagnes, parce que les enfants ne poursuivent pas les études et que beaucoup ne le réussiraient pas. En réalité, l'important ce n'est pas le diplôme. Les deux choses primordiales sont la nourriture et l'instruction. Pour Auguste Gault, ce sont des besoins. Il n'y aurait pas de vie possible sans cela. L'auteur fait référence à Danton, révolutionnaire français. Dès que l'instruction est devenue publique, il y a eu un besoin de lier l'éducation au système politique. Il faut en penser les conditions. Ces conditions sont politiques et elles dépendent de notre manière de penser l'enfant ou l'adolescent. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.